bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission de Tribune Libre. À mes côtés pour débattre de ce match contre Metz qui s'est donc déroulé vendredi soir, Laurent Gradel. Bonsoir Laurent. Bonsoir David. Et le retour d'Alex Dirocco à nos côtés. Bonsoir Alex. Bonsoir David. Vous avez retrouvé le chemin du studio sans problème? Sans problème. Ce match contre Metz, Laurent, ça aurait pu être un tournant s'il y avait une victoire à la clé, mais finalement, un match nul. Avec un match nul, les Stacks ne s'en tirent pas si mal. Déjà, c'est une production à l'extérieur contre une équipe qui avait un besoin de points, besoin urgent. Nous, on sort d'une défaite. Je crois qu'ils étaient à 10 matchs sans victoire. Oui, ça, tout à fait. Ouais. Et nous, on sort d'une défaite contre Châteauroux avec une fatigue, un grand état de fatigue de la part de pas mal de joueurs. Et je pense que, à mon avis, Jean-Marc Furlan était content de ce match nul. Et la production n'a pas été si mauvaise que ça. Alors Jean-Marc Furlan avait fait le pari de mettre Mathieu Saunier en défense centrale malgré une grippe intestinale encore très présente. Et on le voit sur le but de Duhamel au bout de quelques minutes. On va le revoir, le but de Duhamel. On peut s'apercevoir que Mathieu Saunier finalement est en retard lors de sa couverture. Il n'a pas de jambes. Il n'a pas de jambes et donc du coup il ne peut pas couvrir Stéphane Drouin dans son dos. Et donc du coup ça crée un déséquilibre. Alors on voit donc ce ballon que ne peut pas intercepter Drouin. Saunier est très très loin derrière et donc du coup au bout de 18 minutes le FC Metz malheureusement ouvre le score. Et c'est vrai que c'est un petit peu risqué ce pari quoi. Mathieu Saunier est à 60%. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut mettre... Je pense quand même qu'il a quand même dû demander l'avis aux joueurs, hein, parce que quand c'est comme ça, on demande quand même comment on se sent, si on est capable de tenir. Et je pense que Mathieu Saunier a essayé quand même, hein, parce que pour être titulaire d'entrée, c'est qu'il a dû donner son aval à Jean-Marc Furlan. Bon, c'est vrai, c'est un gros risque, mais bon, c'est malheureux, quoi. Parce que, en tant qu'ancien attaquant, Alex, Duhamel joue plutôt bien le coup. Il joue bien le coup, on va dire oui et non. C'est surtout, je pense, le manque de jambes du défenseur qui fait la différence. C'est vrai que quand on a une grippe intestinale, on perd tous ses moyens physiques. Donc c'est vrai que même si on se sent des fois capable pour évoluer sur le terrain, il manque toujours quelque chose. Et c'est vrai que c'est prendre un risque. Après, chacun est grand et prend ses décisions. Mais sur ce cas-là, on voit bien qu'un pas de plus, il aurait intercepté le ballon. J'ai l'impression que vous y connaissez en grippe intestinale. Ah, j'ai eu droit pas mal de fois. On passe à la prochaine séquence donc, qui influe justement sur le cas de Mathieu Saunier, puisqu'il ne peut pas aller au-delà de la mi-temps, Laurent. Donc Jean-Marc Furlan décide de faire un changement entre parenthèses risqué. Il choisit de faire sortir donc Mathieu Saunier et faire entrer Raphaël Caceres. Alors bien sûr, c'est pas la place de Mathieu Saunier. Il fait glisser Sidibé dans l'axe. Il fait ensuite revenir Faussurier, défenseur à droite. Il décale Sega Keita sur l'aile pour faire entrer Caceres dans l'axe. Finalement, dans tout cela, on peut se demander pourquoi Caceres n'avait pas joué d'entrée. À mon avis, c'était un choix de peut-être... Ça avait étonné Dominique Bijota aussi. Hein. Je pense qu'il devait compter sur la vitesse de Keita par rapport à la défense centrale qui est assez lourde du FC Metz, des grands gabarits. Il pensait que Keita allait les mettre un peu plus en difficulté. Il a réussi à se créer des situations dangereuses, mais il n'a pas été aussi dangereux que ça. Et on s'est rendu compte que le fait de passer à droite, il a apporté plus dans son couloir que dans l'axe. Et l'apport de Raphaël Caceres a été important, puisqu'en ce moment il est en pleine confiance. Donc il marque pratiquement à chaque match. Et là on s'en est rendu compte encore. Il rentre et il fait un beau geste technique. Mais le jeune Sidibé en défense centrale, c'était un pari aussi, quoi. C'est un pari. Il a déjà joué en défense centrale, mais... Il a déjà joué. Bon, c'est sûr qu'il aurait pu faire rentrer Florian Jarja, qui aussi peut évoluer à ce poste-là. Il a voulu aussi peut-être privilégier la relation un petit peu sur le côté Faussurier et Keita, qui évoluent tous les deux dans le couloir droit. Bon, c'est un pari osé, mais il y a aussi peut-être... apporter un peu plus de puissance avec Sidibé qu'avec Jarja. Le FC Metz avait préparé son match, pratiquement toutes ses séances, avec dans l'idée que Caceres débuterait le match. Dominique Bijota l'a avoué après le match, donc il a été surpris de le trouver sur le banc. Finalement, on va découvrir dans la prochaine séquence que l'apport de Caceres a été très important. Je vous propose de découvrir la séquence Le fait du match.
avec l'apport de Cáceres, l'apport d'un attaquant. Vous avez été attaquant, j'aime bien le répéter ça, pour bien qu'on me croie, hein. Vous avez été un attaquant, Alex, notamment à Sedan. Et Cáceres, à chaque fois qu'il rentre ou à chaque fois qu'il débute, il marque. En ce moment, il a un trop plein de confiance. On va le voir sur le but, il fait un contrôle, il tente un pointu, ça rentre. On a l'impression que rien ne peut lui arriver. Il est vraiment en grosse période de confiance. Alors, il y a des périodes de grâce. Hein. Je dirais que quand on est en pleine confiance, je crois qu'il y a des moments dans une saison où on peut faire ce qu'on veut et tout rentre. Heureusement, ça arrive pour un attaquant toujours lorsqu'il y a un plein de confiance. Et à partir de là, je pense qu'il faut le faire jouer et qu'il soit en forme ou en méforme. Ouais. Il y aura toujours un moment dans le match où il aura une occasion et ça peut faire la différence. Par exemple, là, on voit que le contrôle lui tombe dans les pieds. Il a un petit peu de réussite. Tout de suite, il se retourne, il frappe. C'est un geste d'attaquant. On va dire ça, c'est un pur geste d'attaquant. Il aurait pu faire le même geste en période de disette et la mettre dans les tribunes. Oui. Heureusement pour nous, je dirais que ça rentre et ça fait partie des bons moments aussi des attaquants où on ne se pose pas de questions. Il a apporté énormément, Laurent. On le voit, il a servi Keita, il a tiré sur le poteau, il a encore une dernière occasion dans les dernières minutes. Il a vraiment affolé la défense. Pourtant, il a à peu près le même profil que Keita. Il aime beaucoup prendre la profondeur. Il va un peu moins vite que Keita. Keita, je trouve, a une vitesse de course plus importante. C'est sûr qu'il apporte vraiment beaucoup en ce moment. En plus, il a su saisir sa chance. Il n'y a pas Greg Bettiol, il n'y a pas Sébastien Grax. Donc, il sent que c'est pour lui en ce moment le moment où jamais de se montrer. Et là, à chaque fois qu'il touche le ballon, il est dangereux. Donc, on l'a vu encore à 3, même lors du dernier match contre Châteauroux, ça a été le seul à être capable d'apporter un petit peu le danger. Là, on s'aperçoit, vous voyez, le parallèle entre Cáceres et Keita, on peut le voir là, c'est le manque de confiance que peut avoir Keita. Ouais. Je pense que Keita, il lui faut le petit but pour qu'il y ait un déclic, voilà, ouais. C'est quelque part. Ce qu'a eu Rafael Cáceres pendant toute la première partie de championnat, où il a eu de grosses occasions sans marquer, et là, il y a eu ce déclic, et maintenant, il enchaîne les buts les uns derrière les autres. C'est tant mieux pour le groupe. Hein. Et puis, il a une belle allure, cet attaquant. Il est peut-être aussi beaucoup plus libéré parce qu'il y a peut-être moins de concurrence en ce moment et ça lui permet aussi tout simplement de donner 100% de ses moyens et tant mieux pour lui. D'accord. La prochaine séquence, c'est le but messin, plus précisément ce qui a amené le but messin, le penalty. Donc, on va voir que Monsieur Philippe Paulet n'est pas là pour défendre Monsieur Rouinsart, mais a priori, il n'y avait pas lieu de discuter. On va tout de suite vérifier ça en votre compagnie. Voilà. Laurent, est-ce qu'il y avait penalty ? Ouais, je pense qu'il y a penalty. Il essaye de passer entre les deux défenseurs. Il y a le pied en opposition de Sidibé qui essaie d'avoir le ballon, mais malheureusement qui touche le joueur. Plus le coup d'épaule, pour une fois, je dirais. C'est dommage que Philippe n'est pas là, parce qu'autrement, je lui aurais dit il y a penalty, Philippe, sans problème. Alex, tout le monde est unanime, hein. Même en régie, il y a penalty. Paulet là, c'est tout ce que je note. Il y a bien penalty, on est d'accord. Je pense qu'il y a penalty, ouais. Il est en retard, il essaye de tendre la jambe, mais souvent, lorsqu'on est en retard comme ça, on fait faute. Finalement, c'est dommage que le match se joue là-dessus, quoi, parce que les Troyens ont fait plutôt une bonne deuxième mi-temps. A contrario, la première mi-temps a été plutôt ratée. Bon, on peut se dire c'est très bien, on se contente d'un point, mais est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose ? Vu ce qu'ont fait les autres, c'est vrai qu'on peut regretter de perdre 2 points. Ça, c'est évident, surtout sur les petites erreurs comme ça, où en fin de compte, il n'y avait pas forcément plus danger que ça. Et peut-être qu'en étant un peu plus patient, ou alors c'est peut-être la fatigue, je pense que c'est vrai que c'est une erreur qui peut coûter cher. Une petite séquence tactique maintenant avec Laurent, qui a bien aimé dès la 2e minute un petit coup franc mis en place par les Troyens, tiré par Quentin Othon et ensuite frappé un petit peu haut par Benjamin Psaume. C'est vrai que c'est pas une situation, un coup de pied arrêté qu'on a l'habitude de voir. On voit bien que c'est préparé à l'entraînement. Oui, on s'aperçoit que c'est bien préparé à l'entraînement. C'est-à-dire que là, bon, dommage que le plan soit pas un peu plus large. On s'aperçoit que tout le monde pique au premier poteau pour entraîner les défenseurs. Et Psaume ressort un petit peu du groupe pour venir se mettre en retrait et faire une frappe. C'est malheureux qu'il n'y ait pas plus de conviction dans cette frappe parce que je trouve que le mouvement des attaquants troyens pour attirer les défenseurs au premier poteau était vraiment très bon, excellent. Et c'est bête de ne pas conclure ce genre d'occasion, mais c'est toujours une opportunité. En revanche, c'est bizarre qu'il n'y ait pas
plus de Messins que ça à la retombée. On va dire c'est normal parce que je pense que tous aspirés. les Messins ont été aspirés et je pense que les Messins avaient vu les vidéos concernant les stacks, donc ils avaient tout préparé pour que les grands soient tous pris au marquage et c'est ce qui a peut-être permis aussi de travailler ça. Voilà. Le seul inconvénient, c'est qu'on le voit, il y a à mon avis un petit fourbon au début qui surélève un peu la balle et puis le fait d'être penché en arrière sans plus de conviction fait qu'elle monte un peu, mais c'était pas mal essayé. On reconnaît là l'attaquant qui a marqué beaucoup de buts de la tête. Oh, je n'ai pas dit ça. L'attaquant, oui, beaucoup de buts, c'est encore autre chose. Il faut les dévier les ballons aussi, ça marche, hein, ça rend service. La semaine prochaine, les Stacks affrontent Clermont, plus précisément vendredi. Un match, on le sait, choc qui peut basculer en faveur de les Stacks, puisque si les Stacks gagnent, les Stacks montent sur le podium et donc déstabilisent Clermont. C'est le match à ne pas perdre, j'ai envie de dire. Si les Stacks gagnent, les Stacks peuvent basculer dans une course à l'accession en bonne position. Disons que les stacks peuvent être bien placés. Vendredi soir, comme vous le dites, les stacks peuvent être sur le podium. Donc c'est vrai que c'est important. Et surtout, il faudra essayer que ça fait quand même 3 journées qu'on a plus ou moins des résultats qui sont un petit peu en dents de scie, et on s'aperçoit que personne n'en profite, que ce soit le Stade de Reims, que ce soit Sedan, que ce soit Clermont ou Nantes, où personne n'est capable de prendre des points. Donc là, c'est un adversaire direct, c'est Clermont, donc il faut essayer. C'est à domicile. C'est à domicile, il faut essayer de prendre des points, et surtout avec en plus Clermont, je pense qu'il n'est pas au mieux. Ils ont surtout perdu Rivière, on s'aperçoit que ça leur fait énormément défaut. Et donc on va croiser les doigts en disant pourquoi pas la semaine prochaine parler des Stacks sur le podium, et puis après on verra. Mais je pense pas que les joueurs et puis le coach se focalisent vraiment sur ça. Ils prennent les matchs les uns derrière les autres. Bon, on va espérer. Je peux vous dire qu'Enza Yamissi, lui, il y croit. Hein, pour l'avoir rencontré avant le match, de là, imaginer que ses partenaires. Non, mais je pense que. Non, mais je pense que tout le monde y croit. C'est sûr. Quand on est si bien placé, c'est sûr qu'on est obligé d'y croire. Mais on se focalise pas sur ce match particulièrement. Ouais. Mais c'est le match à gagner parce que la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, les Stacks affrontent Nantes à Nantes. S'il fallait ramener la victoire, il vaudrait mieux que ça soit Clermont, enfin le pourcentage. Et après, il y a Reims. Donc c'est un calendrier assez dément, quoi. On va dire que c'est pas le match qui fera que l'on sera dans le bon wagon ou pas. C'est juste que c'est clair que ça donnera un avantage mental et psychologique à celui qui va gagner. Ça, c'est clair. Tout à fait. Et ça peut donc déstabiliser soit Clermont, soit Reims, soit les deux. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour donc débriefer ce match contre Clermont et pourquoi pas les Stacks sur le podium. Merci. Et donc à lundi prochain pour un nouveau Tribune Libre.